Imaginez le front ouest en septembre 1918. Les mitrailleuses allemandes balaient le No Man's Land. Les obus d'artillerie hurlent au-dessus de votre tête, transformant la campagne française en un paysage lunaire de boue et de mort. Et là, escaladant le bord d'une tranchée, guidant des soldats américains droit dans la gueule du feu ennemi, se trouve un homme destiné à devenir l'un des officiers les plus décorés de l'histoire militaire américaine. Mais quelque chose cloche dans cette scène. Regardez-le bien, examinez-le de près. Tandis que chaque autre homme porte un fusil, un pistolet ou quelque arme, cet officier n'a rien d'autre qu'une cravache. Pas de casque, pas de masque à gaz, juste un pull à col roulé gris, une longue écharpe tombante tricotée par sa mère. Et cette étrange cravache qu'il agite comme un chef d'orchestre, dirigeant les hommes vers leur fin. Il s'appelle Douglas MacArthur, et il est sciemment, volontairement, provocativement sans armes. Avancé rapidement de 23 ans. Décembre 1941. Les Japonais viennent d'attaquer Pearl Harbor. Ils bombardent les Philippines. Le commandant américain sur place, désormais général 4 étoiles, observe les avions japonais anéantir son aviation au sol sur le champ de Clark Field. Enfile-t-il un M1911 de calibre 45, l'arme de poing standard de tout officier américain? Le même pistolet qui a contribué à vaincre l'insurrection philippine qui s'est révélée dans les tranchées de France, que porte chaque homme sous ses ordres. Non. Dans sa poche, à peine visible, repose un petit Colt modèle 1903, un pistolet de poche chambré en 32, ACP, 8 cartouches, 24 onces. Ses officiers d'état-major le remarquent parfois. Ce minuscule objet qui ressemble à ce qu'un gangster pourrait dissimuler dans sa ceinture ou qu'une dame de la haute société glisserait dans son sac. Ils se murmurent entre eux, pourquoi le général ne porte-t-il pas une vraie arme? Certains passeront des décennies à se poser la question. Ils n'ont jamais saisi ce que signifiait ce petit pistolet. Mais vous allez bientôt le comprendre. Pour appréhender ce pistolet, il faut d'abord saisir la cravache. Douglas MacArthur est né dans l'armée, au sens propre. Il a vu le jour, le 26 janvier 1880, dans les baraquements de l'arsenal militaire à Little Rock, Arkansas. Son père, Arthur MacArthur Jr., était un héros de la guerre de sécession qui avait reçu la Medal of Honor pour avoir chargé Missionary Ridge à l'âge de 19 ans. La famille a migré de fort en fort à travers la frontière américaine, et le jeune Douglas a appris à monter et à tirer avant même de savoir lire. En 1917, MacArthur était major à l'état-major du War Department lorsque l'Amérique est entrée dans la Grande Guerre. Il a suggéré de former une division à partir d'unités de la National Guard de 26 États. Une division qui, comme il l'a dit, s'étendrait sur l'Amérique tel un arc-en-ciel. La 42e Infantry Division, la Rainbow Division. MacArthur en est devenu le chef d'état-major et a été envoyé en France. C'est là que commence la légende. Chaque soldat de la Rainbow Division reconnaissait leur chef d'état-major au combat. Pas de casque d'acier, juste sa casquette d'officier sans œillet. Pas de masque à gaz, bien que l'artillerie allemande largue régulièrement du phosgène et du gaz moutarde. Pas de pistolet, juste cette cravache, cette écharpe de sa mère et son pull de West Point. Pourquoi? Un historien militaire l'a expliqué à la perfection. Il est au cœur de la bataille, mais sans armes. Il porte une cravache parce que ce n'est pas son rôle de tuer les Allemands de ses propres mains. Son rôle est d'inspirer chez les autres hommes le désir de tuer. Réfléchissez-y. MacArthur avait compris une vérité profonde sur le leadership que la plupart de ses pairs n'ont jamais perçue. Le boulot d'un général n'est pas de viser personnellement l'ennemi. C'est de pousser les autres à avancer sous le feu des mitrailleuses, à tenir des positions qui paraissent impossibles, à continuer le combat quand tous les instincts rationnels hurlent de fuir. Et rien ne motivait mieux que de voir son commandant traverser les barrages d'artillerie en agitant une cravache.
comme s'il se promenait nonchalamment dans un parc. Les troupes adoraient ça. Elles le suivaient partout. Il fut blessé 2 fois, gazé à plusieurs reprises. Des lésions qui affecteraient son système respiratoire jusqu'à la fin de ses jours. Il obtint la Distinguished Service Cross, 7 Silver Stars, 2 Purple Hearts. Ses supérieurs le recommandèrent pour la Medal of Honor. Le général John Pershing la refusa. MacArthur n'avait tué personne, nota Pershing. Il ne remplissait pas le critère d'héroïsme. Pershing avait complètement raté l'essentiel. L'héroïsme de MacArthur ne résidait pas dans le fait de tuer. Il était dans l'inspiration, dans la visibilité quand tout incite à se cacher, dans le port d'une cravache plutôt que d'un pistolet, parce que le message primait sur l'arme. Lorsqu'il quitta la France en tant que général de brigade, le plus jeune commandant de division de la guerre, il avait tiré une leçon qu'il n'oublierait jamais. L'arme de poing d'un général est symbolique. Ce n'est pas un outil de combat, c'est une déclaration. Et cela nous amène au Colt Model 1903. Le Colt Model 1903 Pocket Hammerless fut l'une des conceptions les plus élégantes de John Moses Browning. Oubliez ce que vous pensez des pistolets de poche actuels. En 1903, c'était révolutionnaire. Un pistolet semi-automatique, fin et plat, qui pouvait vraiment se dissimuler dans une poche de manteau sans faire de bosse, sans s'accrocher, sans que quiconque ne se doute que l'on était armé. La désignation Quat a un relevé d'une astucieuse stratégie marketing. L'arme possédait bien un chien, simplement intégré à la culasse. Cela évitait tout élément externe susceptible de s'agripper aux vêtements et éliminait les angles vifs qui risquaient d'entraver un tir rapide. Chambré en 32 ACP, une autre création de Browning, le modèle 1903 contenait 8 cartouches dans un chargeur simple. Il pesait environ 24 onces chargées avec une longueur totale de 6 pouces et 3/4 et une largeur inférieure à 1 pouce. Comparez cela au M1911. Le M1911 en calibre 45 pesait près de 3 livres chargés. Il mesurait plus de 8 pouces et demi de long. Épais et lourd, il était conçu pour une puissance d'arrêt en combat rapproché. Le M1911 incarnait l'arme du guerrier. Il clamait. Le Colt 1903, lui, murmurait. MacArthur en reçut un vers, 1919 à 1922, durant son mandat de surintendant à West Point, sous le numéro de série 372-130. Les détails précis restent flous. Il s'agissait peut-être d'un cadeau, ou peut-être l'avait-il acheté lui-même. Quoi qu'il en soit, il le conserva tout au long de sa carrière. Et voilà ce que ses officiers n'ont jamais saisi. C'est précisément pour cela qu'ils l'avaient choisi. Un M1911 à sa ceinture aurait attiré tous les regards, envoyant un message clair. Il aurait signifié Quat 4. Mais MacArthur ne souhaitait pas ce genre de déclaration. Il avait déjà démontré son bravoure en France. Il avait prouvé qu'il irait partout où ses troupes iraient, qu'il affronterait tous les dangers qu'elles subiraient. Ce qu'il désirait à présent, c'était autre chose, quelque chose de plus discret. Le petit 32 dans sa poche affirmait « Je ne suis pas là pour me battre. Je suis là pour diriger, pour réfléchir, pour guider. » Il exprimait aussi autre chose, de plus sombre, que nous devons aborder. Dans la biographie magistrale de William Manchester, American César, un détail glaçant échappe souvent à l'attention des lecteurs sans qu'ils en perçoivent la portée. MacArthur, écrivait Manchester, portait un petit pistolet de poche, surtout pour mourir les armes à la main et éviter d'être capturé vivant si les ennemis l'encerclaient. Relisez cela. Ce n'était pas une arme de combat, c'était une issue de secours. En décembre 1941, Douglas MacArthur avait 61 ans. Il avait consacré toute sa vie d'adulte à l'armée. Il commandait les forces américaines aux Philippines depuis des années. Il n'était pas seulement un chef militaire, il représentait en grande partie le pouvoir américain en Asie.
Si les Japonais l'avaient capturé, la valeur propagandiste en aurait été inestimable. MacArthur le savait. Son état-major le savait. Le président Roosevelt le savait. Lorsque les Japonais envahirent les Philippines en décembre 1941, MacArthur ordonna une retraite vers la péninsule de Bataan et l'île fortifiée de Corregidor. Il transféra sa famille, son épouse Jean et leur fils Arthur, âgé de 4 ans, dans le complexe de tunnels qui servait de quartier général. Pendant 93 jours, ils endurèrent un bombardement incessant et des tirs d'artillerie constants. Le 11 février 1942, MacArthur envoya un message au président Roosevelt. Lui et sa famille entendaient partager le sort de la garnison. Ce n'étaient pas de vaines paroles. MacArthur s'attendait pleinement à périr sur Corregidor. Quand un aide de camp s'enquit du sort du jeune Arthur, MacArthur répondit simplement « Côte 6 ». Le petit 32 dans sa poche n'était pas destiné à abattre des soldats japonais. Que pouvaient 8 cartouches de 32 ACP contre une force d'invasion? Non, ces 8 balles avaient un autre objectif. Un critique de la biographie de Manchester l'exprimait sans détour. Avec la chute des Philippines, il semble que le général ait décidé de rester et, avec sa famille, s'attende de manière pragmatique à se suicider plutôt que d'être fait prisonnier par les Japonais. Le M1911 aurait été ridicule pour cela. Lourde et voyante, elle aurait constamment rappelé les circonstances désespérées. Mais le petit 32, on pouvait l'oublier jusqu'à l'instant précis où l'on en avait besoin. C'est pourquoi ces officiers ne comprenaient pas. Ils voyaient un pistolet minuscule et y lisaient de la faiblesse. Ils pensaient que leur général était trop âgé, trop distingué, trop éloigné du combat pour porter une arme décente. Ils ignoraient que MacArthur transportait un ultime recours, un acte final de résistance qu'il espérait ne jamais employer. Le 11 mars 1942, le président Roosevelt ordonna à MacArthur de s'échapper. MacArthur protesta. Il proposa de démissionner de son poste et de poursuivre le combat en guérillero. Son chef d'état-major le dissuada. Cette nuit-là, MacArthur, sa famille et un petit groupe d'officiers embarquèrent sur des vedettes pétées et tentèrent une fuite périlleuse à travers des eaux contrôlées par les Japonais. Le petit 32 restait dans sa poche, chargé, prêt à attendre. Ils réussirent. MacArthur atteignit l'Australie et proclama « I shall return ». Il n'eut jamais à utiliser cette dernière balle, mais il continua à porter le pistolet. Voici ce que la plupart des gens ignorent au sujet des généraux et de leurs armes de poing. Durant la Seconde Guerre mondiale, le pistolet d'un général était presque jamais employé au combat. Les généraux ne menaient pas l'assaut en première ligne. Ils ne déblayaient pas les édifices. Ils ne se lançaient pas dans des échanges de tirs. Ils dirigeaient depuis les quartiers généraux, depuis des postes d'observation avancés, depuis les ponts des navires. Ils ordonnaient. Ils prenaient des décisions qui propulsaient des milliers d'hommes au cœur de la bataille. Ils assumaient la responsabilité des triomphes et des revers à une échelle que le combat individuel ne pouvait égaler. Alors, pourquoi emporter un pistolet? 3 motifs principaux. D'abord, la tradition. Depuis des siècles, les officiers portaient une arme de poing. C'était un élément de l'uniforme, un aspect de l'identité. Sans pistolet à la ceinture, on n'était pas un officier respectable. Ensuite, l'urgence suprême. Ce instant où le poste de commandement est submergé, où l'adversaire perce les lignes et où chaque soldat, quel que soit son grade, doit se battre ou périr. Cela s'est produit. Pas fréquemment, mais cela s'est produit. Enfin, la même raison qui poussait MacArthur à conserver son petit calibre 32, l'ultime recours, l'alternative à la capture. Mais voilà pour la tradition. Les généraux l'interprétaient chacun à leur manière. Patton arborait des revolvers à crosse d'ivoire comme un pistolero de l'Ouest sauvage. Il tenait à ce que tous voient ses armes. Elles faisaient partie de son personnage, ce commandant fanfaron, agressif, impitoyable,
prêt à abattre personnellement tout ennemi sur son chemin. Eisenhower, à l'opposé, portait rarement une arme à feu. C'était un officier d'état-major, un organisateur, un diplomate en tenue militaire. Un pistolet aurait paru incongru. Et MacArthur? Il avait déjà démontré son courage personnel au-delà de tout doute possible. Il avait traversé des barrages d'artillerie un fouet à la main. Il avait été gazé, blessé, décoré plus de fois que la plupart des officiers n'en osaient rêver. Il n'avait pas besoin d'un gros 45 pour affirmer sa bravoure. Il n'avait pas besoin de crosse en ivoire pour imposer une image. Ce dont il avait besoin, c'était de discrétion. Une arme qui ne s'imposait pas, qui remplissait son rôle, psychologique et pratique, sans s'intégrer à son identité publique. Le Colt 1903 convenait idéalement. Lorsque l'armée officialisa en 1944 la distribution de pistolets aux officiers généraux, que choisirent-ils? Le Colt modèle 1908. La version 380 du petit 32 de MacArthur. Plus tard, ils passèrent au modèle 1903 en 32. Quand les stocks de 380 s'épuisèrent, MacArthur avait anticipé la tendance depuis longtemps. Les autorités comprirent enfin ce qu'ils savaient depuis la France. L'arme de poing d'un général est symbolique. Elle ne concerne pas la puissance de feu. Elle exprime ce qu'elle représente. À présent, vous saisissez l'importance du pistolet. Mais cette histoire comporte une couche supplémentaire. Réfléchissez à ce qui rendit Douglas MacArthur célèbre. La pipe en épi de maïs, les lunettes d'aviateur, la casquette d'officier écrasée, les poses théâtrales pour les photographes, les déclarations minutieusement travaillées. Quote 8. MacArthur était avant tout un maître de l'image. Il savait que, dans la guerre moderne, la perception comptait presque autant que la réalité. Qu'une photo d'un général débarquant pouvait galvaniser des millions d'individus. Que les mots justes au moment opportun pouvaient altérer le fil de l'histoire. Le M1911 ne collait pas à son image. Il était trop évident, trop prévisible, trop banal. Chaque colonel et chaque capitaine portait un M1911. Que dirait-on du commandant suprême s'il trimbalait la même arme que tout le monde? Mais le petit 32 dans sa poche, c'était autre chose. Cela affirmait « Je n'ai rien à vous démontrer. Je n'ai pas à exhiber mon arme. Je suis Douglas MacArthur. Ma réputation suffit. » Cela soulignait qu'il se distinguait des autres généraux, qu'il raisonnait autrement, qu'il commandait différemment. Même son arme de poing était unique. Cela rappelait que le choix évident n'est pas toujours le bon, que parfois l'option la plus modeste est la plus forte. Lors du retour de MacArthur aux Philippines, en octobre 1944, pataugeant à terre à Leyte, sous l'œil des photographes qui saisirent l'image légendaire, il ne portait pas d'arme visible. Seulement sa casquette, ses lunettes, sa pipe et quelque part dans sa poche, le petit Colt 32 qui l'avait accompagné depuis les jours désespérés de Corregidor. Ses officiers ne saisissaient toujours pas. Certains ne le comprendraient probablement jamais. Mais MacArthur savait précisément ce qu'il faisait. Il l'avait toujours su. Cette anecdote a son importance. Dans un monde fasciné par des manifestations de force plus grandes, plus imposantes, plus voyantes, Douglas MacArthur opta pour une voie distincte. Il avait prouvé son intrépidité dans les tranchées de France, puis avait cessé d'essayer de la démontrer. Il avait conquis le droit de porter n'importe quelle arme, avant de sélectionner la plus discrète et pratique. Il mesurait que la vraie puissance n'a pas besoin de se vanter. Le petit 32 dans sa poche incarnait bien des choses. L'essentiel n'est pas l'arme que l'on porte, mais la manière dont on se tient. Ses officiers pensaient ne pas le comprendre. Ils voyaient dans ce petit pistolet un mystère, une bizarrerie, peut-être même un signe de faiblesse. Mais vous comprenez à présent. C'est cela, Douglas MacArthur. Il jouait toujours un jeu plus vaste que ne l'imaginaient ses proches, même dans le choix de son arme de poing.